Bonjour à tous, et merci d'être là pour cette nouvelle séance du SIEJ sur la thématique du droit en transition. Alors, avant de rentrer dans le détail de la présentation du thème de cette séance et de nos oratrices, un tout petit mot de rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, un appel à contribution a été lancé toute fin de l'année passée, dans le 21-22 décembre, pour le colloque qui devrait venir clôturer cette recherche du SIEJ, colloque qui aura lieu les 20 et 21 décembre 2018. J'ai ici, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui l'auraient laissé passer, quelques copies de l'appel à contribution. Simplement, je vous rappelle le calendrier. Donc, les abstracts doivent être envoyés pour le 28 février. On a déjà reçu quelques-uns. Les contributeurs sélectionnés seront avertis au plus tard le 31 mars 2018. L'idée étant que les textes soient mis en ligne en open access à mesure qu'ils nous parviendront et qui doivent être communiqués au plus tard le 28 février 2019, donc après le colloque, dans la perspective d'une publication dans la collection des presses de l'Université Saint-Louis. Donc voilà le programme, et la contribution peut être en français ou en anglais, pas de souci. Voilà, et alors avant aussi donc de rentrer dans le vif du sujet, simplement petit rappel, mais je suis sûr que vous l'avez tous bien noté, de notre prochaine séance, donc la prochaine qui aura lieu le 22 février, qui ne sera pas une séance de transition, mais qui sera une séance interdisciplinarité, et où c'est donc Sophie Rimis qui viendra parler des deux ouvrages sur lesquels se fonde le cours de philo donné aux étudiants de premier bloc, et notamment de ce tout nouvel ouvrage dont on a tous reçu la publicité. Voilà, donc ça c'était pour les informations d'ordre général. Venons-en à la séance du jour. C'est une séance moi qui me fait fort plaisir. C'est autour d'un livre, de Luc Boltanski et d'Arnaud Ecker, deux sociologues français qui ont assez récemment publié un livre intitulé « Enrichissement, une critique de la marchandise ». Et eh bien, ce livre a été lu et analysé avec attention par Marie-Sophie Clipel, que je pense que tout le monde connaît ici. À ça, évidemment, avec ses yeux, ses lunettes de juriste qui travaille sur la responsabilité du patrimoine culturel, sur la notion du patrimoine comme objet de propriété commune, et donc évidemment qui aura des éclairages à apporter, des prolongements et des objections peut-être aussi à apporter aux analyses des auteurs. Et de manière vraiment très très heureuse, je crois, son exposé sera lui-même complété d'une réaction de la part, et voilà que j'ai perdu maintenant mes petites notes, ça c'est toujours un petit peu ennuyeux. Voilà, de la part de Marguerite de Witt, nouvelle doctorante au Centre Prospero, qui a très récemment obtenu un mandat FSR, si je ne me trompe pas, qui a un parcours assez atypique, puisqu'elle a d'abord fait une licence à l'ICHEC, qu'elle a travaillé pendant une dizaine d'années à Luxembourg dans le monde bancaire et financier, avant de se réorienter totalement vers la philosophie, et qui vient de commencer une thèse sur l'expérience du visiteur dans les maisons-musées, en mobilisant des auteurs aussi différents que Walter Benjamin et Gaston Bachelard. Donc voilà, elle aura certainement aussi un éclairage tout à fait différent à proposer de ce texte. Donc juriste, philosophe, sociologue autour d'un même sujet qu'on laisse Marie-Sophie présenter. Voilà, merci Antoine, merci. Voilà. Alors la semaine dernière, je vais commencer par une introduction un peu ludique à mon exposé. Beaucoup de Bruxellois parmi vous savent que la BRAFA a eu lieu dans les hangars du Tour et Taxi à Bruxelles pour accueillir des acheteurs intéressés par l'art antique et contemporain. Le standing de cet événement monte, il attire un public sélect et riche, invité à des soirées exclusives en primeur, afin d'être parmi les premiers à pouvoir s'offrir une œuvre d'art convoitée. Les verres de champagne coulent à flot, les pas feutrés flânent à travers les galeries, les voix résonnent d'un air pincé et les regards se perdent dans les mondanités, cherchant toujours à repérer une personne plus distinguée que son interlocuteur. Ce monde des foires et expositions d'art, mis sur la carte de l'exclusivité, l'originalité, la rareté, il vise un public fortuné. Et les récits, qui sont racontés avec beaucoup de doigté et de poésie dans ces galeries d'art à propos de leurs objets en vente, ne sont pas innocents. Ils influencent directement le prix de ces œuvres et plongent l'acheteur potentiel
dans un monde où le prix finalement n'a pas d'importance, puisque ce qui compte, c'est combien il est prêt à dépenser. Si l'art n'a pas de valeur, il en a potentiellement énormément. La vente récente du Salvator Mundi de Léonard de Vinci montre bien à quel point la mise en valeur du tableau a permis de faire monter les enchères jusqu'à plus de 450 millions de dollars, un montant jamais atteint auparavant pour un tableau, loin devant Picasso, Modigliani, Edvard Munch et d'autres artistes modernes et contemporains. Alors ce monde du marché de l'art ne constitue qu'un pan de ce que les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Ecker décrivent dans leur récent ouvrage « Enrichissement, une critique de la marchandise ». Leur champ va au-delà et il prend aussi en considération la culture, le patrimoine, le tourisme, le luxe, c'est-à-dire toute une série de secteurs qui sont plutôt en marge du monde du marché, de l'économie marchande, qui, elle, serait axée autour de la production et du profit. En fait, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que les auteurs vont démontrer que le capitalisme s'intéresse à exploiter justement ces choses, et ces choses qui ont la particularité, contrairement à d'autres, d'être déjà là. Elles ne sont pas produites, elles ne sont pas neuves, c'est des choses du passé. Et donc, ces marchandises, finalement, riches de passé, servent par ailleurs à enrichir un public nanti, les riches. Sans que les sociologues vont vraiment approfondir ce segment social, ils ne parlent pas particulièrement de classe sociale, par exemple, il est clair qu'ils sont les destinataires principaux de cette nouvelle économie qui est qualifiée de manière pertinente économie de l'enrichissement. Alors je vais commencer par vous présenter l'ouvrage, je vais le résumer de ce que j'en ai lu en deux mouvements. D'abord ce qu'est l'économie de l'enrichissement et puis ce que sont la marchandise, cette critique de la marchandise. Après, je le mettrai très brièvement en perspective avec d'autres lectures que j'ai croisées dans d'autres domaines. Et enfin, je terminerai par une analyse plus juridique dans le cadre du thème du SIEJ de l'U3 à la transition et de voir comment le droit finalement va dialoguer avec cette nouvelle économie de l'enrichissement, surtout dans le domaine du droit du patrimoine culturel qui est mon domaine de recherche. Et donc, la démarche des auteurs qui a été suivie, c'est de partir du commerce et de la marchandise, comme les sociologues le faisaient dans les années 60-70, et de montrer à quel point le capitalisme entretient un rapport aux choses, et que finalement le matériel est encore assez important et qu'il détermine la vie sociale. Et donc les choses sont au centre, et les richesses se font à travers ces choses. Et par ailleurs, ils partent aussi d'un autre constat, c'est qu'on n'a jamais eu autant de choses matérielles qu'aujourd'hui. Donc on croirait avec le numérique, avec l'immatériel, qu'on quitte un peu les choses, mais non, finalement on est encore toujours dans un monde très matérialiste qui fait qu'il s'intéresse à cette économie du matériel et moins à cette économie de l'immatériel qui stimule beaucoup de recherches dans le monde financier, qui est forcément un peu lié, mais ce ne sera pas cette économie-là que les sociologues vont regarder. Au contraire, ils vont vraiment s'intéresser à la chose. Pour ça, ils vont suivre une méthode qu'ils qualifient de structuralisme pragmatique. S'il y a des sociologues dans la salle, ils peuvent de toute façon me compléter. Mais donc, ce que j'ai bien compris, c'est qu'ils vont cumuler une idée d'approche théorique, de mettre des structures, de vraiment faire cette approche réflexive avec une approche pragmatique où ils vont aller observer le terrain. Ils ont été contactés énormément de personnes, des gens du marché de l'art, des conservateurs de musées, des gens du monde du luxe, etc. Et donc marier les deux pour finalement en sortir avec leur théorie de l'économie de l'enrichissement. Et pour ça, ils vont croiser les disciplines. Donc il sera question de sociologie, économie, ethnographie, géographie, histoire et les secteurs. Et donc là, ce qui est assez original, c'est qu'ils vont croiser des secteurs qu'on ne croise pas toujours. Donc on va voir en même temps tourisme, patrimoine, art, culture, musée, que souvent on garde un peu chacun dans son champ d'analyse, quoi. Et donc pour eux, quand ils commencent par décrire l'économie de l'enrichissement, elle apparaît surtout en Europe de l'Ouest et principalement en France. La France sera pour eux vraiment la figure de proue de cette nouvelle économie. C'est d'ailleurs surtout là qu'ils vont mener leur étude. Et ils vont voir qu'on est dans un contexte de désindustrialisation à partir de la fin des années 70, début des années 80. Et donc on quitte un peu tout
tout ce côté plus industriel, plus productif, plus machinal, pour justement qui part et qui se déplace, qui se délocalise vers d'autres pans du monde. Et donc, il faut tout de même trouver une économie qui tourne, puisque celle de l'industrie part. Et là, on voit qu'on va s'intéresser aux objets qui sont déjà là, typiquement culture, patrimoine, etc., et qu'on va développer, surtout en France, un engouement pour cette économie matérielle, là où d'autres pays vont plus aller dans l'immatériel et le financier pour relancer leur économie. Et donc là, il y a, c'est les gouvernements socialistes des années 80, avec surtout Jacques Lang, qui vont jouer un rôle important, qui vont vouloir investir dans la culture et le patrimoine pour justement en retirer des bénéfices économiques. Et donc de manière assez amusante, les auteurs disent qu'on passe d'un bassin industriel, comme le bassin chez nous dans la région du Hainaut ou à Liège, vers des bassins d'enrichissement. Et donc je vous présente, puisqu'on est devant un public belge, l'exemple de Mons, qui lui a été reconnu comme la capitale culture en 2015. Et donc du coup on voit que cette ville, qui était auparavant assez riche à cause de son histoire industrielle, va investir dans un nouveau musée. Il y a le musée d'art contemporain au Grand Ornu. Il va investir dans ces nouveaux des nouveaux bâtiments. Il va attirer par des artistes qui sont passés à Mons, comme Van Gogh, comme Verlaine. Et enfin bref, il va attirer tout un public, donc du tourisme, et faire vivre son économie sur base de ces choses déjà là, et créer un bassin d'enrichissement. Et alors, du coup, en termes sociaux, pour les auteurs, on passe de la société de consommation qui consomme des produits en masse vers la société de commerce où on va marchander ces biens issus de la culture, de l'art, du patrimoine et du luxe. Ça, c'est leur idée de l'économie de l'enrichissement. Alors ensuite, ils vont plutôt s'attarder à la marchandise en tant que telle. Ils vont d'abord définir la marchandise. Donc pour eux, une marchandise, c'est une chose à laquelle échoit un prix. Donc toute chose qui reçoit un prix devient marchandise. Elles conjuguent les deux. Et ils vont à cet égard distinguer le prix du métaprix, qui à mon avis est un concept qu'ils ont inventé, mais il me semble. Et donc pour eux, le prix va en fait être l'élément réel pour le capitaliste. Donc ce ne sera plus la chose qui est l'élément réel qu'on voit, mais ce sera le prix. Parce que le prix permet, une chose peut obtenir finalement des prix différents. Donc la chose, elle, va être moins réelle, alors que le prix, lui, sera fixé. Mais ils vont développer un concept de métaprix, qui est une espèce de processus continu. On va évaluer quel est le prix qu'on estime donner par rapport au prix qu'on va donner au moment de l'échange. Donc si vous voulez, le prix va cristalliser tout un processus. Donc je ne sais pas, on a une voiture, elle pourrait valoir 100, mais on paye un prix de 90, donc le prix va rendre la transaction réelle, mais il y a ce métaprix de valeur qui intervient en aval. Et donc, ce qu'eux vont développer, qui est assez intéressant, c'est une notion de métaprix. Alors, ils parlent de la valeur, c'est pas toujours très clair comment ils distinguent les deux, mais donc, ce qui est en tout cas intéressant, c'est que ça va intervenir après le prix pour le justifier ou le critiquer. Par exemple, j'achète, je sais pas moi, ce verre d'eau pour 10 euros, alors qu'il en vaut 100, ben, j'ai fait une bonne affaire, donc je justifie mon prix par après à sa valeur. Par contre, s'il en valait que 5, ben, je me suis fait avoir, et donc du coup, je critique le prix. Donc c'est dans un rapport pareil qu'ils parlent de valeur, donc finalement une conception assez restreinte de la valeur, j'y reviendrai après, mais qui leur permet de justifier ou de critiquer le prix. Un autre aspect assez intéressant qu'il soulève, c'est que finalement cette nouvelle forme de capitalisme va avoir une stratégie de différenciation. Donc on a un peu cette image que le capitalisme, lui, va viser à tout uniformiser, tout standardiser, tout au même prix. Mais ici, au contraire, le capitalisme va voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à différencier les choses. Et que si on différencie, on peut obtenir des prix différents et donc potentiellement des prix élevés. Les auteurs parlent souvent d'un exemple d'une voiture, une voiture d'occasion. Si c'est une belle voiture d'occasion, elle vaudra moins qu'au moment de l'achat neuf,
Par contre, si c'est une voiture d'occasion ayant appartenu à un acteur X ou d'une collection Y, elle va peut-être être plus chère qu'au moment de l'achat neuf. Donc on va différencier la chose pour en demander des prix différents. Et cette idée de différenciation va les pousser à formuler 4 formes de mise en valeur de la marchandise. Donc on n'en est plus à une marchandise, la marchandise, point. Non, il y a 4 formes différentes de marchandises qui vont être mises en valeur de manière différente et donc qui vont attirer des prix différents et qui pourront être exploitées et créer du profit et donc complètement rentrer dans cette logique capitaliste de profit et d'accumulation. Et donc là, c'est pas moi qui ai fait, on m'a aidé à faire le petit schéma qu'ils ont établi et donc ils vont en fait distinguer ces 4 formes en fonction de 2 axes pour les distinguer. Et donc il y a un premier axe qui va structurer les objets selon leur présentation différentielle. Donc, là, ils vont distinguer soit que les objets sont présentés de manière différente en fonction des critères analytiques, typiquement le prix. Donc, on va hiérarchiser un objet, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, et on les hiérarchise comme ça en fonction du prix. Ou alors on les hiérarchise en fonction de leur poids, leur dimension, leur durée de vie, la notation des associations de consommateurs, etc. Mais donc des critères plutôt analytiques. Et de l'autre côté de la présentation des choses, on peut aussi les différencier non pas par des critères analytiques, mais par des critères narratifs. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'assez novateur que les auteurs ont découvert, c'est qu'à travers des histoires, des récits, on va pouvoir différencier les choses. Et donc, on va raconter une histoire, comme je vous disais, la voiture ayant appartenu à tel acteur, le verre d'eau qui vient de l'épave du Titanic par rapport à un verre d'eau de la même époque qui n'a pas toute cette histoire. Et donc, ça va permettre de distinguer, de différencier les choses en fonction de cette présentation analytique ou narrative. Et puis, ils vont distinguer un deuxième axe qui va différencier les choses par rapport à leur rapport au temps et leur puissance marchande dans le temps. Donc, une chose peut avoir une valeur à un certain temps et puis diminuer de valeur avec le temps, ou au contraire, augmenter de valeur avec le temps. Donc, la puissance marchande va être négative si une chose vaut moins avec le temps, comme l'exemple de la voiture d'occasion qui vont de moins en moins au fur et à mesure qu'on l'utilise. Par contre, une chose peut augmenter avec le temps, comme la voiture d'occasion de collection, qui, elle, va valoir plus avec le temps. Et donc, sur base de ces 2 axes, ils distinguent 4 formes. La première est la forme standard, donc qui est la forme classique du produit industriel technique, où on voit qu'on va différencier les produits, par exemple les verres d'eau, on va les distinguer en fonction de leur prix. Ils vaudront moins à mesure que les années passent, quand on les achète d'occasion. Puis, à l'extrême opposé, ils vont parler de la forme collection, qui, elle... Non, je ne vais pas commencer par la forme collection. À côté de la forme standard, il y a la forme active, qui, elle, va rester dans ce critère plus analytique. On va comparer des choses. Typiquement, l'exemple, c'est la vente aux enchères des œuvres d'art. On reste quand même dans quelque chose d'assez financier et tourné autour du prix, mais où la puissance marchande va normalement augmenter. Donc, on va revendre des œuvres d'art avec profit. Alors, en dessous, on a la forme tendance, dont l'exemple typique, c'est les vêtements de mode, le design, le style, où on va comparer tous ces objets, non pas en fonction de leur prix, mais en fonction de leur histoire. Donc, on va créer tout un environnement pour lequel on va vouloir dépenser, et la puissance marchande, elle, va diminuer avec le temps. Alors que la forme collection, qui est un peu la forme phare que les auteurs mettent en avant, elle va aussi tabler sur toutes ces histoires. On va créer toute une histoire autour d'une collection, pourquoi, quelle est la cohérence, d'où ça vient, etc. Et en principe, la valeur devrait augmenter avec le temps. Donc ça sont les 4 formes que je vais maintenant plus vous expliquer. Normalement, je vous ai distribué un papier qui reprend les 4 schémas. Donc j'ai juste copié-collé les 4 schémas de l'ouvrage. J'aurais pas vraiment le temps de les voir en profondeur, mais je suis évidemment tout à fait disponible pour en parler. Je ne sais pas si ça a été distribué. Mais l'idée est de reprendre pour chaque forme les 2 axes que je vous ai expliqués pour voir comment une chose, et c'est ça qui est intéressant aussi, une chose peut changer de forme. Donc on peut démarrer avec un tableau
je sais pas moi, un tableau Ikea qui du coup est produit en masse et qui est comme une forme standard. Et puis tout à coup, ça peut devenir un tableau forme collection, puisqu'il devient un objet précisément très rare ou avec, je sais pas moi, qui a des caractéristiques spéciales. Tout comme il peut devenir une forme active s'il devient un produit d'investissement dans le marché de l'art. Et donc, en fonction des propriétés, une chose peut avoir des formes différentes. C'est ça qui est aussi assez intéressant dans leur modèle. Alors, la première forme, la forme standard, donc comme je le disais, c'est typiquement le produit utilitaire, le produit industriel. On est dans un environnement après la deuxième révolution industrielle, donc fin 19e, début 20e. C'est vraiment la production de masse. L'exemple phare est la voiture Ford T, qui est produite à la chaîne. On va de plus en plus distinguer le travail manuel du travail intellectuel. C'est lié aussi, cette forme, à des changements juridiques, sociaux, politiques, où on va plus libérer les classes sociales, puisqu'elles peuvent mieux avoir accès à des biens de consommation. Et donc on va être dans une idée avec un spécimen et plein de prototypes qui sont les mêmes. Mais il y a tout de même une petite tension interne dans ces productions, parce qu'on produit des biens très robustes qui durent sur le temps et qui du coup les gens vont avoir moins le besoin d'acheter, et donc même s'ils continuent à produire beaucoup, puisque les gens en ont moins besoin à une vitesse rapide, la production va peut-être un peu baisser, et donc il va falloir relancer le besoin différemment, et ce qui explique parfois justement que certaines machines actuellement ne tiennent pas longtemps, puisqu'il faut que les gens réinvestissent et reconsomment le plus vite possible. Alors au niveau philosophique, on a beaucoup critiqué cette forme standard comme un danger d'aliénation pour l'homme, où il se perd, où finalement il risque de ne plus être reconnu dans sa singularité. Et on parle aussi beaucoup de philosophie de foule dans cette idée de masséification. Et par ailleurs, la plupart de ces penseurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils limitent leur critique du capitalisme à cette idée d'aliénation et dans une production machiniste, sans voir que finalement le capitalisme se réinvente et va vers d'autres domaines, comme l'art et la culture, ce que je vous dirai après, pour continuer à rester dans sa logique de profit et d'accumulation. Ce qui n'avait pas toujours été... il y avait une grande distinction auparavant entre le capitalisme, c'est les produits de masse et de production, et l'art et la culture est bien en dehors de tout ça et bien à l'abri de toute logique de profit. Et donc, forcément, la deuxième forme que discute est celle qui montre le plus cette difficulté, c'est la forme collection, qui, elle, va entretenir un peu un rapport ambigu avec le capitalisme, parce que d'une part, il en est fort en dehors, parce qu'il vise à collectionner pour avoir, pour stimuler une histoire, un souvenir, qu'il a un certain ancrage historique et culturel, et avec des considérations tout à fait éloignées du profit. On cherche à collectionner par d'autres envies que purement accumuler avec des profits immédiats. Mais en même temps, il est quand même une métaphore du capitalisme, parce que quand on collectionne, on accumule des choses. Alors on n'accumule pas des choses juste comme un fatras de choses, un tas d'objets, donc il y a une certaine logique. On accumule une série de choses, des choses qui entrent donc dans une certaine série et qui sont un peu différentes les unes des autres, mais on reste un petit peu dans cette idée d'avoir le plus possible. On est prêt à payer des prix fous pour avoir l'objet qui nous manque dans la collection, et donc par là revient un petit peu toute cette logique économique pour dépenser beaucoup de choses. Alors, en parlant un peu plus de cet objet collection, qu'est-ce qui peut être collection? Finalement, tout. Il y a une grande variété d'objets qui peuvent être collection. Je vous montre un exemple un peu comique pour ceux qui connaissent. C'est le palais idéal du facteur Cheval, qui est un facteur qui, pendant 30 ans, a collectionné des pierres pour créer son propre palais, qu'il a mis donc 30 ans à construire. Ça se trouve quelque part dans le Drôme. Alors ça a suscité des réactions de tous côtés. La plupart trouvaient que c'était hideux, mais finalement ça a été protégé comme monument historique parce que ça représentait l'art brut et l'art naïf. Donc, comme pour vous dire que des collections peuvent parfois gagner en valeur, alors que finalement elles commencent avec vraiment des objets quelconques. Et donc tout peut vraiment devenir objet de collection. Mais, évidemment, on pense aussi à des magnifiques collections d'œuvres d'art qui valent beaucoup plus. Et alors,
ce qui est aussi intéressant dans cette forme collection, c'est qu'on voit, là où revient toute la logique plus de marché, c'est qu'on va créer un besoin de l'inutile. Donc en principe, la collection est loin de tout besoin, de toute utilité, de toute nécessité, contrairement à la forme standard. Mais ici, ils vont créer le besoin d'acquérir ces choses inutiles, et on voit, les auteurs décèlent tout un aspect du storytelling. Donc c'est tout un marketing basé sur des histoires, des récits, pour rendre la collection attrayante, pour justement investir dans les biens qui nous manquent. Et donc on va de plus en plus lier la valeur intrinsèque de la collection à sa valeur marchande, qui va de plus en plus prendre le pas, où on va mettre en valeur ces formes au niveau économique. Alors, par exemple, l'industrie du luxe va aussi s'intéresser à cette forme collection, en fabriquant des séries limitées, en s'adressant aux collecteurs et en suscitant alors ce désir d'acquérir, même si on pensait être dans un univers complètement exempt de prix et de profit. La troisième forme est la forme tendance. Là, on est toujours dans les histoires de récits et de narration. Mais là, on est plus dans des récits du présent. Donc, on va moins retourner vers des objets du passé, comme dans la forme collection. Donc, on veut suivre la mode présente. Ça se voit dans les vêtements, dans le design. On veut être dans le coup, on veut être, suivre le nouveau style. Et donc, on oscille toujours entre imiter le style de l'autre, mais en même temps se distinguer. On va aussi chercher à se distinguer au niveau social. Donc les jeunes et les vieux veulent surtout se distinguer, urbain, rural, les vieux, les riches. Et donc, par exemple, ces envies de se distinguer au niveau des hiérarchies sociales va stimuler un désir d'acquérir. Je veux avoir telle robe pour montrer que j'appartiens à tel type de classe ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, va revenir un peu toute cette logique dans ces formes du luxe, qui finalement va justifier des prix très différents pour des vêtements ou des objets mobiliers qui peut-être ont le même caractère matériel. Et là, l'industrie du luxe a complètement fleuri dans cette forme tendance. Elle a même réorganisé l'activité industrielle. Donc les auteurs prennent comme exemple LVMH de Bernard Arnault, qui lui a entamé son activité commerciale, pas du tout dans le secteur du luxe, mais qui petit à petit a flairé la bonne affaire et a construit un empire autour du luxe pour le reste. Ok, je dois un peu accélérer. Alors la forme active est la dernière, qui elle voit la chose comme un investissement ou un placement, où on va plutôt investir avec l'espoir de revendre avec du profit. Et donc là, on est vraiment dans l'idée des objets qui doivent être liquides, mobiles, durables, certifiés et avec un prix croissant. Et là, un exemple parlant, et pour ceux qui ont suivi l'affaire du portrait d'Adèle Bloch-Bauer peint par Gustav Klimt, qui a été racheté en 2006 en vote privé pour 150 millions de dollars, plus ou moins, donc des prix exorbitants. Et pourquoi est-ce qu'on est prêt aussi à payer des prix tellement fous? Parce que c'est attaché à une histoire rocambolesque. Il y a toute une affaire de la nièce de Madame Bloch-Bauer qui a demandé à ce que le bien lui soit restitué, spolié par la Deuxième Guerre mondiale, par les Autrichiens. Et donc le Belvédère, le musée de Vienne, a rendu l'œuvre que Madame a de suite revendue sur le marché de l'art pour 150 millions de dollars. Et donc on voit aussi qu'on est ici à la frontière. Il y a évidemment tout l'attrait d'acquérir un objet qui vient de sortir du monde hors commerce pour entrer dans le commerce, et donc on est prêt à vraiment investir des prix incroyables. Alors les auteurs qui partent d'une critique de la marchandise aboutissent à une critique du capitalisme, qui je trouve est assez intéressante parce que tout l'ouvrage est assez descriptif. Ils décrivent ce qu'est, à leur estime, l'économie de l'enrichissement, comment il y a ces formes de marchandises, mais finalement on se demande, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça vaut? Et donc, les auteurs ont été assez clairs, ils ne veulent pas faire une critique morale sur le commerce. Pour eux, le commerce n'est pas mal en soi. Le commerce a existé depuis toujours. Par contre, ils voient tout de même quelques dangers avec cette apparition de l'économie de l'enrichissement, dont le principal est les inégalités. Il va accroître des inégalités. Et alors, ils vont distinguer trois aspects plutôt critiques. Donc, le premier, c'est le rôle de l'État. Ce rôle qui est assez malaisé pour l'État,
parce qu'en fait, ils ne parlent jamais d'économie de l'enrichissement. C'est un terme que les auteurs ont eux-mêmes inventé. Au niveau éthique, c'est un petit peu compliqué de dire qu'on veut tirer profit de la culture et du patrimoine. Par exemple, pour la France, la marque France elle-même rapporte beaucoup d'argent. Et donc, il y a un peu ce malaise. Par ailleurs, s'ils commencent à reconnaître tous les liens entre les secteurs dont je vous ai parlé, ben, ça risque de détruire peut-être des dynamiques propres à ces secteurs qui travaillent fort sur l'exclusif, le rare, le select, etc. Mais l'État a clairement joué un rôle pour former et accumuler toutes ces richesses, où finalement, il y a des rencontres entre ces acteurs privés de l'industrie du luxe, du patrimoine, pour investir, ou du marché de l'art, pour faire fleurir cette économie. Mais en même temps, l'État, ça l'arrangeait bien parce que ça lui permettait de rester concurrent au niveau économique par rapport aux autres États. Et ça crée aussi de l'emploi, typiquement envers des personnes diplômées ou de la main-d'œuvre artisanale, etc. Donc il y avait vraiment il y a un rôle fort joué par l'État. Par contre, ça me mène au deuxième point, qui est plus une critique aussi, c'est le risque d'exploitation des gens qui travaillent dans ces secteurs. Les auteurs parlent des travailleurs de culture, les producteurs de narration, où finalement, la frontière entre la vie publique et privée s'estompe. On fait ce qu'on aime, donc on ne compte pas ses heures. Il n'y a pas vraiment de cadre de négociation salariale comme il y a pour d'autres types d'emplois. Et donc, on se retrouve avec le cliché de la stagiaire dans une galerie d'art qui est complètement sous-payée, qui enchaîne des petits contrats, mais qui fait ce qu'elle aime. Alors qu'on est aussi dans un secteur où il y a des rentiers qui vivent sur des fortunes énormes pour faire fleurir leur collection d'art et les voir comme des produits d'investissement. Donc, il y a un danger pour ces auteurs à ce qu'on passe d'un régime de salariat à un régime d'indépendant où ils deviennent ce que les auteurs qualifient commerçants de soi-même. Donc je suis en permanence occupée avec moi-même. C'est à ce titre aussi que le bouquin parle d'un marché qui enrichit les riches et donc qui accroît les inégalités, même pour ceux qui travaillent dans le secteur. Et enfin, le troisième élément qui est aussi très intéressant, qui me permettra de revenir après pour le droit, c'est qu'on voit que ce capitalisme déplace des frontières. Il va déplacer la frontière entre ce qui est marchand et non marchand. Et donc petit à petit, ce qui était auparavant hors commerce, donc typiquement l'art et la culture, va être de plus en plus imbriqué. Pour les auteurs, c'est carrément complètement imbriqué, on n'y échappe presque pas, mais va être de plus en plus pris par ce secteur, par cette logique marchande, et que le capitalisme finalement se réinvente bien, pour déplacer ces frontières qui sont alors soutenues par des normes sociales et morales et, comme les auteurs le disent, sont souvent transcrites dans le droit, j'y reviendrai. On voit d'ailleurs, et c'est assez amusant, que plus on se rapproche de la frontière, plus les prix peuvent encore augmenter, parce qu'alors on a vraiment cette idée, comme le portrait de Bloch Bauer, d'acquérir quelque chose qui était hors d'accès auparavant. Alors si je peux rapidement croiser ça avec d'autres points de vue, avec d'autres lectures que j'ai eues, on voit, mais alors je vais me limiter maintenant pour simplement la question du patrimoine, parce que voilà, c'est mon domaine, mon objet d'étude, mais donc c'est un peu plus large que ça, ce que décrivent les auteurs. Donc ce qui est assez frappant, c'est qu'on lit dans plusieurs autres auteurs que, d'abord du point de vue économique, on a ce même vocabulaire que le patrimoine est un stock de richesses à valoriser, à enrichir. Donc on voit qu'on est dans un vocabulaire similaire. Mais contrairement à Boltanski et Esquer, il a moins cette idée aussi totale de voir un système aussi global d'une nouvelle économie avec une logique capitaliste qui s'étale partout. Mais pourtant, les économistes du patrimoine, comme Françoise Benhamou, vont reconnaître que l'argument économique domine de plus en plus. On voit une Disneylandisation du patrimoine, où le patrimoine va être dénaturé, on va surtout créer de l'événementiel. Donc par exemple, pour ceux qui ont vu, on a mis de l'art contemporain dans le château de Versailles pour attirer des visiteurs de partout, alors que pour beaucoup, c'était en fait attirer le marché de l'art privé dans des musées, et certains étaient fort critiques. Mais donc on risque, à ce moment-là, en argumentant surtout sur l'économique, sur l'événementiel, d'oublier toute une autre série de valeurs dont les auteurs sociologues ne parlent pas, mais des valeurs plutôt d'héritage, d'histoire, qui, elles, sortent pour encore beaucoup d'autres auteurs du domaine commercial, mais qui se font un petit peu oublier par cet argument économique.
Et par ailleurs, les retombées économiques du patrimoine sont décrites par les économistes eux-mêmes comme ambivalents. Ça crée plus d'emplois, mais en même temps, les biens à la consommation augmentent, les cafés, les restaurants, les hôtels, tout est plus cher, et on investit peut-être dans certaines activités sociales, mais peut-être qu'on en néglige d'autres qui sont plus utiles, les activités de production, parce qu'on met tout l'accent sur le côté patrimoine. Du point de vue historique, il y a une auteure comme Bénédicte Savoy qui confirme un peu cette logique d'accumulation typique de l'Europe de l'Ouest. Elle va voir que du 18e au 20e, on est effectivement dans cette logique-là. Elle va parler d'un versant diurne et nocturne, ce que je trouve assez joliment dit, du patrimoine européen. Donc le versant diurne, c'est que cette accumulation permet de faire advenir des idées, des choses qui sinon n'adviennent pas parce qu'on fait croiser des objets de partout, de différentes époques, de différentes générations, et donc ça stimule l'inventivité, les fameux musées universels. Mais en même temps, le versant nocturne, c'est qu'on a accumulé et qu'on a accaparé beaucoup d'objets qui ne nous appartenaient pas à travers des pillages, des guerres, des colonisations qui font aussi partie de l'histoire de l'Europe, les fameux butins de guerre, et qui sont critiqués par de nombreux philosophes. Je crois que Marguerite y reviendra, entre autres Benjamin en parle dans ses écrits. Bénédicte Savoy confirme aussi que le marché de l'art a véritablement explosé à partir du 19e, entre autres avec les chemins de fer, la navigation, donc pour mieux pouvoir faire circuler les marchandises, ça a augmenté ce concept de marché. Les colonies aussi ont stimulé tout ce côté d'accumulation du patrimoine. Et enfin, au niveau philosophique, on voit qu'avec Hannah Arendt, il y a aussi cette dénonciation de l'économique qui vient supplanter toute la valeur de culture. Elle parle du philistinisme, qu'elle décrit, et je cite, comme un état d'esprit qui juge tout en termes d'utilité immédiate et des valeurs matérielles. Et elle n'a pas Dieu pour les objets et des occupations aussi inutiles que ceux relevant de la nature et de l'art. Et donc pour elle, ce philistinisme qui apparaît aussi au 18e, 19e dans la bourgeoisie allemande, va en fait supplanter et va dénaturer la culture qui devient une valeur comme une autre. Et puis elle va, avec ironie, dire, et je la cite de nouveau, « Le Philistin méprisa d'abord les objets culturels comme inutiles, jusqu'à ce que le Philistin cultivé s'en saisisse comme une monnaie, avec laquelle il acheta une position supérieure dans la société, ou acquis un niveau supérieur dans sa propre estime. Les valeurs culturelles subirent le traitement de toutes les autres valeurs, furent ce que valeurs ont toujours été, valeurs d'échange. » Donc il y a un peu cette réduction à l'échange, à l'économique, et une difficulté de trouver la place dans la culture. Et j'en termine avec la dernière partie, où là je me demande, tiens, comment est-ce que le droit va finalement traduire tout ça? Est-ce qu'il entre dans cette logique de l'économie de l'enrichissement? Comment est-ce qu'il va entrer en dialogue avec ses conceptions sociologiques, historiques, philosophiques, économiques? Comment est-ce qu'il va le traduire? Je vais pour ça m'appuyer sur le cadre théorique qu'Antoine nous a dessiné avec l'opposition droit de la croissance, droit de l'autonomie, et pour voir comment le droit du patrimoine culturel, donc, qui est celui qui s'attache au patrimoine culturel, donc je pourrais de nouveau voir plus large, mais je me réduis un petit peu, va embrasser un peu toutes ces considérations. Et donc en premier lieu, je peux constater que les biens culturels en droit ont un caractère hybride. Ils vont tantôt être considérés comme des biens marchands, c'est un peu le point de départ. Tous les biens sont des biens marchands, libres de commerce, libre circulation. On a notre code civil, on a notre code commercial. Enfin, il y a tout un panel de règles en Belgique et ailleurs qui stimulent une idée du droit de croissance dans notre cadre de réflexion de la droit de la transition et donc de libre marché. Mais en même temps, on va reconnaître qu'il s'agit de biens culturels d'exception où on va appliquer un régime différent, un droit différent. Et donc, on va reconnaître dans les cénacles internationaux et nationaux le caractère hybride de ces biens. Et donc là, je pourrais oser voir le droit du patrimoine culturel comme un droit de l'autonomie. Et le droit de l'autonomie, dans le cadre du SIEJ, si j'ai bien compris, est celui qui permet à l'individu de rester autonome vis-à-vis d'une marchandisation, d'une croissance sans fin, d'un monde capitaliste, et qui va un petit peu reconnaître sa vulnérabilité vis-à-vis de ce monde et son autonomie. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a des règles qui vont limiter la libre circulation des biens culturels au nom d'un intérêt collectif, au nom d'un intérêt général de protéger le patrimoine. Et donc, si d'une part,
les biens culturels sont des biens marchands, surtout en fonction du droit privé et du droit de la croissance, ils peuvent aussi, en vertu de règles publiques, devenir être considérés comme un droit de l'autonomie. Et là, il y a plein d'exemples, mais je vous en ai choisi 3. Tout d'abord, il y a toutes des règles pour le contrôle à l'exportation des biens culturels. Donc on ne peut pas faire circuler ces biens culturels comme on veut. Il y a une réglementation européenne, et puis au niveau belge, il y a des décrets des communautés qui, de manière assez amusante, dessinent des équilibres différents. On voit très bien en fait ces deux philosophies qui s'entrechoquent, puisqu'en Flandre, quand on protège un bien culturel, on le place sur une liste, on parle de topstuk, donc vraiment les biens d'exception, et que si le propriétaire veut le vendre sur le marché international de l'art, le gouvernement peut refuser, mais doit racheter au prix du marché international. Donc on revient tout de suite avec cette mentalité, ok, on équilibre marché international versus désir de protection, et donc le gouvernement débourse pour garder le bien, alors qu'au niveau francophone, là, dans la communauté française, il s'agit de catégories de biens, donc c'est beaucoup plus large, on ne se limite pas à une liste, et si là le propriétaire voudrait vendre au-delà de la Belgique, et donc forcément vendre à un prix plus élevé, eh bien le gouvernement peut refuser sans aucune compensation. Donc là, on voit par exemple qu'une logique protectionniste a clairement supplanté une logique plus de marché au niveau du sud du pays. Alors il y a un autre exemple qui est plus international, c'est la lutte contre le trafic illicite. Là, on a une série de conventions de l'UNESCO, une convention de l'UNIDROIT, il y a une directive européenne qui a été transposée en droit belge, qui elle va aussi faire en sorte que si des biens quittent un pays parce qu'ils ont été volés ou parce qu'ils ont été exportés sans être demandés, l'État peut les demander en restitution. Et donc forcément, ça limite le potentiel du marché de l'art, puisqu'on risque d'avoir des biens qui soient revendus. Alors, petite parenthèse, il y a eu récemment un documentaire fait par la RTBF, assez frappant sur le trafic illicite, qui a été diffusé pendant la BRAFA, s'attaquant justement à la BRAFA, qui était à mon avis assez tapageur, mais bon, je trouvais que c'était intéressant, où on va sur place aller voir la provenance de certains objets qui est douteuse. Donc même la BRAFA qui attire ce public sélect dont je vous parlais, les acheteurs peuvent parfois acheter quelque chose qui en fait est teint, qui n'est pas propre si je puis dire, et dont une demande en restitution peut risquer d'atteindre la libre circulation si un État dit oui mais attendez, c'est sorti d'Irak, de Syrie, de pays d'Amérique latine sans autorisation où ça a été volé. Donc là, on voit encore aussi cet équilibre entre les deux. Et finalement, dans un contexte plus national, le domaine public est aussi un régime qui limite fortement la libre circulation des marchandises. On pense aux collections dans les musées, même si en fait, en Belgique, le domaine public était un concept relatif. On peut toujours désaffecter des biens et puis finalement les vendre quand même et les mettre sur le marché. Mais il y a cette limite via la notion de domaine public. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, finalement, comment est-ce que se rapportent ces deux logiques, ces deux droits dans le droit du patrimoine culturel. Est-ce qu'il y a une claire dominance ou pas? Et là, Antoine avait de nouveau distingué dans son cadre 3 niveaux de rapport de force, et dans lequel on peut trouver des exemples dans le patrimoine culturel pour justement mieux distinguer comment on le voit. Alors, le droit du patrimoine culturel peut d'abord fonctionner comme une exception au marché. Là, on est clairement dans l'article 36 du traité européen qui parle des trésors nationaux comme exception à la libre circulation des marchandises. Même chose pour les accords de l'OMC, on parle de l'exception culturelle aussi des trésors nationaux à la libre circulation. Et donc on est vraiment dans une interprétation stricte. On a prévu des exceptions, bien sûr, mais le principe reste la libre circulation. Un arrêt de la Cour européenne de 68 précise encore, dans le domaine de ces trésors nationaux, que ça reste limité au strict minimum et qu'on vise surtout la libre circulation des marchandises. Au niveau du droit national, c'est peut-être moins flagrant, parce qu'on n'a pas il n'est pas question dans le Code civil du patrimoine culturel, c'est par un autre panel de règles, donc c'est des règles qui sont issues du droit public, mais qui sont du même niveau. Donc on est au niveau législatif pour les deux. Donc ces règles s'entrechoquent. Parfois l'un supplante l'autre. Il y a une balance des intérêts à opérer. La loi spéciale peut parfois l'emporter sur la loi générale. Enfin, là, il y a peut-être un équilibre plus meilleur à faire, mais il n'empêche que, puisque ce n'est pas intégré dans le droit commun, on pourrait croire que le droit commun l'emporte toujours, et donc la logique commerciale
de notre droit commun. Alors on peut aussi voir le droit du patrimoine culturel comme ayant des normes inférieures en termes d'hiérarchie au libre marché. Donc là on voit que les normes du libre marché sont surtout au niveau international avec l'OMC, avec l'Union européenne, et que par exemple les règles du domaine public dont je vous parlais sont au niveau national. Et si un bien qui appartient au domaine public atterrit dans un autre pays qui ne reconnaît pas le domaine public, il ne sera pas lié par ces règles de protection, il va plutôt dire non, c'est un bien comme un autre, il a atterri chez moi, j'ai aucune obligation de vous le rendre. Mais on voit quand même que ça bouge un peu parce qu'à l'UNESCO, il y a aussi des conventions internationales qui sont développées pour le patrimoine. Il y a la Convention de la diversité culturelle de 2005 qui essaye de se rapporter avec l'OMC, qui est dans des rapports de force pas toujours équivalents. Parfois, il y a des clauses aussi qui prévoient que ça ne porte pas atteinte à d'autres accords. Donc là, on voit clairement que la culture est quand même un petit peu en dessous du libre commerce. Mais les choses commencent à bouger. Il y a aussi beaucoup de recherche qui est menée dans ce binôme culture-commerce. Et enfin, on peut aussi voir que ce droit du patrimoine culturel, s'il est au même niveau ou s'il ne fonctionne pas toujours comme exception, est parfois moins effectif que celui du libre marché. Et là, clairement, on pense à l'article 23 de la Constitution en Belgique qui défend le droit à l'épanouissement culturel dont est issu le droit au patrimoine culturel, mais qui souffre pas nécessairement la même effectivité pour sa mise en œuvre. Il y a l'effet de standstill, mais on reste quand même dans une dynamique un peu asymétrique où il me semble que le libre marché domine, même si on a tout un panel de règles qui rééquilibrent. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Vraiment, à la fois un très chouette résumé pour tous ceux qui ne l'avaient pas lu, dont je fais partie, le livre en question, et puis pour ton apport, ton analyse qui vient vraiment ajouter les choses. Moi, j'ai déjà des tas de questions et de choses à dire, mais on va tout de suite passer la parole pour... Oui, d'accord. Voilà, je vais circuler un petit doc de support. Je ne vais pas lire toutes les citations, j'en ai presque pas, mais c'est comme ça que vous avez un peu la plume de Benjamin sous les yeux pour pouvoir lire plus tard. Et puis vous avez mon petit teaser de départ. Je vais aussi commencer sur la Brafa qui a beau dos. Enfin, voilà, je vais commencer en fait par la lecture d'un petit extrait de l'édito d'un supplément à la Libre Belgique, donc la Libre Essentielle dédiée à la Brafa. Et donc l'édito est intitulé « Vivre aujourd'hui dans un univers d'hier ». J'ai repris l'édito sur votre document. Je vais commencer à la fin de la première colonne. Donc, décloisonnés, déhoussés, dépoussiérés, les nouveaux appartements bourgeois du XXIe siècle jouent la carte de la lumière et de l'éclectisme. On aime bousculer les classiques, chahuter les harmonies envers et contre tous les clichés, confronter les genres, les styles et les époques. Le regard sur la maison s'est voilé, troublé par les réflexions d'une époque qui se cherche des valeurs antidotes ayant pour racine le vécu, le patrimoine artistique, l'artisanat virtuose. Un regard sentimental qui dit adieu aux décors lisses, léchés, rangés au carré, exhibant une transparence nette comme un présent sans histoire. Bienvenue aux marques du temps, aux effets créés par l'usure qui donnent de la consistance à la matière. Alors il me semble que nous avons ici vraiment un super exemple de mise en récit, d'utilisation du passé, et ce, afin de valoriser des objets de collection exceptionnels, non standardisés, vendus sur une foire d'art. Le public est ciblé, c'est le bourgeois du XXIe siècle, amateur d'art, éventuellement collectionneur, potentiellement acheteur. Le texte est rédigé par un professionnel de la mise en récit, un journaliste. Le message est véhiculé massivement dans le supplément d'un quotidien belge, disponible sur Internet et également sur le site de la foire. Alors je voudrais revenir sur cette petite mise en bouche en fin d'exposé, et ce à la lumière de quelques outils conceptuels provenant d'un des philosophes sur lequel je travaille, Walter Benjamin.
Alors, Benjamin, c'est un des philosophes qui est mobilisé par Boltanski et Esquer. Il est cité dès leur introduction, quant à ses réflexions d'inspiration marxiste sur la notion de marchandise fétiche à l'ère du capitalisme. Alors, je voudrais cependant m'écarter quelque peu de ces notions et mobiliser Benjamin pour son approche de la collection et de la figure du collectionneur, et voir quel lien dresser avec la forme de mise en valeur collection développée dans l'ouvrage. Alors, Benjamin, il est né à Berlin en 1892. Il y réside jusqu'à son exil à Paris en 1933. Il décide de fuir la capitale française en 1940. Mais il est bloqué à la frontière espagnole et il pense ne pas pouvoir rejoindre les États-Unis. Et malheureusement, il se suicide durant sa fuite à Portbou la même année. Alors, s'il ne fait partie d'aucune école, il est généralement rattaché à l'école de Francfort, à laquelle appartient notamment son ami philosophe Adorno. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Walter Benjamin est un philosophe collectionneur. Son père lui-même était collectionneur, antiquaire et marchand d'art. Benjamin possède plusieurs collections, des cartes postales, des jouets anciens, mais la collection la plus importante à ses yeux est sa bibliothèque. Alors, l'histoire de cette collection est une histoire triste. Pour des raisons à la fois financières et politiques qui impactent sa vie personnelle et mènent à son exil puis à sa fuite, sa collection va se dissoudre progressivement. Les commentateurs évoquent le constant dépouillement dont il est victime. Ainsi, quand Benjamin écrit sur la collection, il écrit tout d'abord à partir de l'expérience de sa propre pratique de collectionneur. Et vous allez voir que les textes que je vais évoquer suivent l'histoire de Benjamin et de sa collection. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il existe vraiment une philosophie de la collection chez Benjamin ? Je pense que oui. En tout cas, même s'il n'existe pas un ouvrage unique qui reprendrait une telle philosophie, il y avait vraiment une recherche consciente qui était en cours. Benjamin évoque un laboratoire de recherche consacré à la collection et à la figure du collectionneur dans une lettre de 1940. Alors, vu le temps qui m'est imparti, je voudrais vous donner une approche synoptique des textes qui émanent de ce laboratoire. En tout cas, des principaux textes que j'ai à ce jour relevés et qui sont au nombre de 5. Et je vais revenir ensuite au petit extrait consacré à la Brafa. Le premier texte s'intitule « Je déballe ma bibliothèque », un discours sur l'art de collectionner. Nous sommes en décembre 1931 et Benjamin déballe les caisses qui contiennent les livres de sa collection qu'il avait emballés en août 1929 lors de son divorce. Il a enfin retrouvé un logement à Berlin et en déballant ses caisses, il réfléchit à l'acte de collectionner. Et dans ce texte, il entend étudier la relation du collectionneur à ses richesses. Et il va poser 3 constats sur l'existence de la figure du collectionneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve véritablement ces constats dans les développements de Boltanski et Esquer sur la forme collection, comme une métaphore, et à la fois une métaphore et un envers du capitalisme. Alors le premier constat, c'est que l'existence du collectionneur est régie par une tension dialectique entre les pôles de l'ordre et du désordre. Et dans l'ouvrage Enrichissement, les auteurs évoquent la collection comme une forme instable, entre un tas où tout serait similaire et un tas où tout serait fatras. Un ordre absolu versus un désordre total. Et la forme collection se trouve entre les deux. Alors le deuxième constat de Benjamin, l'existence du collectionneur est liée à une relation fort énigmatique envers la possession. Il faut à tout prix posséder les choses et les accumuler. Et le troisième constat, c'est que l'existence du collectionneur est liée à une relation envers les choses qui n'est pas liée à leur utilité. Et Boltanski et Esquer évoquent également cette mise en place d'une relation nouvelle aux objets. Et pour spécifier cette relation qui n'est pas une relation d'usage à l'objet, Benjamin va évoquer un phénomène de pétrification qui se produit au moment où l'objet est acquis et rentre dans la collection. En se pétrifiant, Benjamin pose que l'objet prend place sur un socle imaginaire qui marque quelque part l'exceptionnalité de l'objet. Et ce socle émane du rassemblement d'éléments qui sont, je cite, l'époque, le paysage, l'artisanat, le propriétaire dont provient le dit exemplaire. En d'autres mots, c'est ce qui, dans la conception de Boltanski et Esquer,
peut être mobilisé pour construire cette fameuse mise en récit dans l'objet de collection et qui participe au mode de valorisation à l'œuvre dans cette forme bien particulière. Alors, le deuxième texte du laboratoire de Benjamin est intitulé « Pour collectionneurs pauvres ». Nous sommes toujours en 1931 et Benjamin est victime de difficultés financières. Et en fait, il est exclu du marché du livre ancien car il ne peut plus payer ses ouvrages. Et il va s'intéresser par la force des choses au marché du livre vieilli. Ce sont des livres de moindre importance qui n'intéressent pas les libraires de livres neufs ni les marchands de livres anciens. Et l'intérêt de ce petit texte, c'est que l'on peut observer ici une amorce de l'intérêt de Benjamin pour les déchets, les objets aux marches. Et c'est un intérêt qui va être au cœur de sa pratique de l'histoire en tant que discipline. Nous allons y revenir. Alors le troisième texte, ce sont en fait des fragments extraits de deux récits autobiographiques rédigés en 32 et 33, Enfance berlinoise et Sens unique. Je passe assez rapidement dessus. Nous retenons juste qu'ils contiennent des considérations sur l'acte de collectionner chez l'enfant. Et ce sont bien sûr des considérations élaborées à nouveau à partir de la propre enfance de Benjamin. Le quatrième texte marque un tournant important. Il s'intitule « Édouard Fuchs, collectionneur et historien ». Et nous sommes maintenant en 1937. Benjamin a émigré en France déjà en 1933, il est à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acte de collectionner va prendre ici une dimension critique. Benjamin veut faire apparaître la pratique de la collection comme une praxis du matérialisme historique. C'est une méthode marxiste d'analyse de l'histoire vers laquelle Benjamin va se tourner progressivement au fur et à mesure du grandissement de la crise en Allemagne. Et son propos va devenir ici de plus en plus critique, et ce en ligne avec les événements dont il est témoin. Et ce qui devient pour lui une priorité, c'est de s'interroger sur comment se servir du passé pour éclairer le présent. Et dans cette démarche, Benjamin va continuer de s'intéresser aux détails, à ce qui a été oublié, laissé de côté, pour y trouver un intérêt subversif. Et dans ce texte, il va s'intéresser à un collectionneur allemand, Édouard Fuchs, qui est né en 1870 et qui est décédé comme lui en 1940. Il est engagé politiquement, il est un rédacteur spécialisé dans la satire politique et il collectionne les caricatures et les représentations pornographiques. C'est un grand spécialiste de Daumier, le célèbre sculpteur et caricaturiste français du 19e. Et pour Benjamin, Fuchs est un pionnier, car il s'est aventuré dans les marges. Il s'intéresse à un art de masse. Et en ce sens, il fait avancer la pratique du matérialisme historique, qui va être au cœur de l'ouvrage suivant, Paris, capitale du XIXe siècle, qui est aussi connu sous le nom de Livre des passages. C'est le 5e et dernier document que je vais aborder. Alors ici, il ne s'agit plus du tout d'un petit texte, mais il s'agit d'un ouvrage en fait inachevé. Ça, c'est un des grands projets de Benjamin qui a été entamé en 1927. C'est un projet qui a connu plusieurs interruptions et aussi des phases de refonte. Et en fait, il n'a jamais pu terminer son projet. Et donc, on ne peut pas vraiment se prononcer sur la forme que ce projet, la forme définitive que ce projet aurait pris. Mais ce recueil témoigne néanmoins d'une méthode de travail très particulière, le montage littéraire. Benjamin est à présent dépossédé de sa bibliothèque, du moins à partir de la deuxième moitié des années 30. Ça, c'est la deuxième phase importante du projet du Livre des passages. Et donc, Benjamin va se rendre régulièrement à la Bibliothèque nationale de France et inlassablement, il va recopier des petits extraits de textes qui proviennent de divers supports. Il y a la presse, des livres, des almanachs. Ils sont tous en lien avec le Paris du XIXe siècle. Il va collectionner des citations et les assembler dans différentes liasses thématiques. Et il ajoute parfois des courts extraits de sa plume. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant la pratique de la collection va devenir une méthode d'écriture philosophique et également une pratique de la science historique. En fait, en collectant, en assemblant des débris du 19e, Benjamin veut former une image du passé qui puisse faire irruption dans l'instant présent. Son présent, le présent de son lecteur. Et ce, afin de produire un effet de connaissance,
afin que cette image du passé puisse aider à comprendre et à mettre à l'épreuve le présent. C'est la notion chez Benjamin d'image dialectique, qui est propre à son matérialisme historique. Et avec le livre des passages, on est en présence d'un double mouvement. C'est la reconstruction par le montage d'un effet de connaissance qui provoque simultanément la désagrégation de l'illusion de la continuité historique, la conception de l'histoire à laquelle Benjamin entend s'opposer. Bon, je vais arrêter ici avec ces propos qui deviennent très techniques et je vais revenir sur mon petit texte de départ afin de conclure mon intervention et d'ouvrir la discussion. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'avec l'une ou l'autre vraiment très légère modification, et encore, c'est que la petite coupure de presse de la Libre Essentielle, elle aurait tout à fait pu se retrouver comme citation dans le livre des passages, dans la liasse consacrée à l'intérieur bourgeois. Ou elle aurait peut-être pu être un débris pour un Walter Benjamin du XXIIe siècle qui voudrait compiler un Bruxelles capitale du XXIe siècle. Parce qu'en fait, dans plusieurs fragments écrits de sa plume et repris dans l'ouvrage, Benjamin va relever le malaise qui émane de l'intérieur bourgeois du XIXe siècle. C'est un intérieur surchargé qui accumule des objets de diverses époques qu'il dit vidés de leur substance. Agencés dans cet intérieur, les objets ne renverraient qu'à une version réifiée du passé, une mise en récit qui ne demande qu'à être exposée et à être vénérée. L'intérieur bourgeois, tout comme la galerie du musée, sera en quelque sorte le pendant physique d'une pratique de l'histoire à laquelle s'oppose Benjamin. Et par ailleurs, dans la liesse dédiée au passage et au magasin, l'objet d'art apparaît lui-même comme une marchandise présentée aux yeux du flâneur et de l'acheteur potentiel. Les objets d'art sont mis en scène dans des passages, des rues intérieures sous forme de galeries, dont l'architecture et le décor rappellent l'intérieur des bourgeois qui y déambulent. Le bourgeois a l'impression d'évoluer dans son propre intérieur, peuplé d'objets qui deviennent des marchandises soumises à l'examen de son pouvoir d'achat. Alors on peut quelque part avoir l'impression que Benjamin devient maintenant critique vis-à-vis du collectionneur qu'il affectionnait tant, et je pense qu'il différencie quelque part le collectionneur bourgeois qui peut se laisser manipuler dans l'exposition de l'art comme marchandise, du collectionneur qui s'intéresse aux marches, comme ce fut le cas de Fuchs, ou du collectionneur qui s'intéresse comme l'enfant aux déchets, aux petites choses. Ce serait une question à approfondir. Mais je vais revenir à mon extrait. Il résonne vraiment très étrangement avec certaines des citations que collectionnait Benjamin. Et je pense que ce parallèle ouvre véritablement un questionnement. Est-ce que ce que relevait Benjamin annonçait effectivement la forme collection telle qu'elle est à l'œuvre aujourd'hui selon Boltanski et Esquire? Et en quelle mesure et selon quelle modalité y a-t-il un déplacement vers quelque chose de nouveau, vers un capitalisme du XXIe siècle? Ou bien y a-t-il répétition du passé? Ce sont des questions que l'on peut se poser avec l'ouvrage Enrichissement, avec les propos de Boltanski et Esquire, éclairés par Benjamin. Et je voudrais terminer sur un tout petit extrait du livre des passages qui clôt la liesse consacrée à l'intérieur bourgeois. Et en fait, Benjamin cite Baudelaire qui traduit Edgar Allan Poe et sa philosophie de l'ameublement dans la revue Magasin de famille en 1852. Alors je cite « Quel est celui d'entre nous qui, dans des longues heures de loisirs, n'a pas pris un délicieux plaisir à se construire un appartement modèle, un domicile idéal, un rêvoir ?» Et la question reste toujours, me semble-t-il, de savoir si nous avons toute liberté pour y rêver ou si c'est un journaliste qui semble souffler au collectif comment rêver son intérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marguerite, pour cet éclairage en effet un peu